merci à vous d'être ici présent. On reçoit Loïc Chéniaud. Donc, Loïc Chéniaud qui est un jeune philosophe qui est à l'origine de 3 ouvrages, je crois, donc le nouveau fascisme. Il y a ensuite Faucon Rouge et le dernier qui est sur un décortiquage des programmes présidentiels, les dernières élections présidentielles, donc l'imposture présidentielle. Donc il est aussi très actif sur YouTube, etc. Enfin, on vous a distribué des petites plaquettes qui présentent un peu l'auteur qu'il est. Donc il va nous parler du manifeste du Parti communiste, qui est le livre le plus vendu déjà, le plus connu de Karl Marx. Je crois que le seul équivalent c'est la Bible. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une légende ou si c'est vraiment l'ampleur éditoriale d'un tel livre, qui est le plus traduit et qui est sûrement le plus lu, parce que l'ouvrage majeur, évidemment, le Capital, même s'il est bon ton de dire qu'on l'a dans sa bibliothèque, etc., la plupart des gens n'ont pas lu. Or, ce n'est pas du tout le cas du manifeste du Parti communiste, qui est l'ouvrage indispensable de tout militant et de toute personne qui s'intéresse de près ou de loin au marxisme. Donc on a organisé cette séance sur le manifeste du Parti communiste à l'occasion des 170 ans de la parution de cet ouvrage, qui est paru, je crois, début 1948. En février 48. À la base, c'est 23 pages imprimées, donc c'est très court. Et c'est à la base, c'est un livre qui va s'avérer être à la base de toute une école théorique qui sera ensuite destinée à s'élever. Il faut noter aussi, juste pour présenter le manifeste communiste du point de vue disons, de l'avancement intellectuel de ses auteurs, c'est vraiment un livre qui est une sorte de balise sur ce qui va être leur trajectoire intellectuelle, on va dire. Ils sont déjà bien avancés, donc un jeune Karl Marx et un jeune Friedrich Engels qui sont très avancés puisqu'ils ont déjà réglé leur compte avec toute la philosophie critique allemande, notamment dans l'idéologie allemande, où ils vont critiquer la philosophie spéculative allemande et régler leur compte avec les jeunes hegéliens de gauche. Livre qui ne vont pas d'ailleurs se donner la peine de terminer, puisque Engels va selon le mot de Engels, ils vont l'abandonner à la critique rongeuse des souris. Mais voilà, ils ont déjà la conception du matérialisme historique et dialectique qui est mise en place. Par contre, c'est un livre qui est vraiment précoce au sens où ils n'ont pas encore tous les développements et tout l'attirail conceptuel qui va venir ensuite, notamment ce qui fait vraiment la scientificité du marxisme au sens de l'analyse économique. Par exemple, on ne connaît pas encore les concepts économiques fondamentaux qui allaient devenir fondamentaux à partir de la critique de l'économie politique, comme la théorie de la plus-value, mais aussi la baisse tendancielle du taux de profit moyen, ou même la théorie de la connaissance, la directive de la nature, la théorie du reflet, etc. Mais par contre, ça va être vraiment dans ce texte-là que va être affirmée la nécessité d'une organisation communiste indépendante du parti bourgeois et de l'organisation bourgeoise. Et ça se traduit notamment dans le fait que c'est justement un texte qui est commandé par la Ligue des Justes, qui est devenue la Ligue communiste, par influence de Marx et Engels. Donc je laisse la parole à Loïc Chéniaud. Je ne sais pas si l'ensemble historique est assez développé. Si, très bien, d'autant plus que je ne vais pas revenir plus longuement là-dessus, parce qu'on a beaucoup à dire aujourd'hui à mon sens, parce que comme tu l'as d'ailleurs signalé, le manifeste est une introduction quelque part aussi à ce qu'on a moins tendance à appeler le matérialisme dialectique et historique, plus souvent appelé marxisme du coup. Et c'est ça qui va nous intéresser justement. Aussi ce passage, comme le signalait juste avant Simon, de la Ligue des Justes à la Ligue des communistes, c'est parce qu'à un moment donné, Marx et Engels introduisent justement quelque chose qui va être fondamental et sur lequel je vais revenir tout de suite, c'est-à-dire l'importance du théorique, l'importance de la théorie dans l'action politique, d'accord? Et j'en veux pour preuve le titre même de ce manifeste, d'accord? Puisque manifeste du Parti communiste, comme son nom l'indique, un manifeste, c'est un exposé politique, c'est un exposé théorique, pardon. Donc c'est l'exposé théorique du Parti communiste, donc d'un mouvement politique. Donc ça veut dire que d'emblée, on met au cœur de sa pratique politique une théorie, d'accord? On n'est pas là simplement dans l'agitation vaine, comme on a pu en voir et comme on fait fleurir l'actualité. Okay. Donc, l'intérêt pour moi aujourd'hui, et comme l'indiquait d'ailleurs le titre de cette conférence aussi, c'est de montrer justement l'actualité de la pensée marxiste, donc
qu'on pourrait plutôt appeler matérialiste dialectique et historique, mais on ne va pas employer ces termes-là à chaque fois, donc on va communément parler de marxisme en gardant à l'idée chaque fois justement cette idée que c'est pas quelque chose, et je vais y revenir, d'accoler strictement à la personne de Marx, puisque ce qu'il est en train de déployer, si je devais parler sommairement et de manière un peu vulgaire, ce sont des outils intellectuels qui justement permettent de comprendre le présent, notamment le présent politique qui nous intéresse. Donc quand on parle d'actualité de la pensée marxiste, on va le voir, aujourd'hui elle est plus que jamais d'actualité. Et notamment parce que ce qu'elle nous propose, ce qu'elle avance, et ce qui est avancé dès le manifeste du Parti communiste, hein, qui s'ouvre justement par l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de la lutte des classes. Donc on va revenir là-dessus parce que aujourd'hui on a tendance à dire la lutte des classes c'est quelque chose de dépassé, vous savez, de la même manière qu'il faut, j'avais tendance à dire, ils ne cessent de nous parler du fait qu'il faille dépasser Marx, alors que pour eux finalement ça signifie s'en passer, c'est même pas dépasser, ça c'est quelque chose qui signifie quelque chose, et on va le voir d'un point de vue philosophique, on va le voir aussi avec Hegel, et on va le voir avec Marx. Mais par contre, chez eux, c'est sans passer, c'est-à-dire c'est trop vieux jeu, vous voyez, c'est des partenaires sociaux, c'est parce que les riches ne veulent pas suffisamment partager, c'est des discours qu'on entend encore pas. Comme s'il suffisait simplement que la lutte des classes, il fallait la nier, c'était quelque chose qui n'existait pas, et qu'il suffisait simplement que certains acceptent de donner un petit peu plus. D'accord ? Donc, avant d'entamer un peu plus le sujet de cette conférence, je tiens quand même à signaler le fait que je me réjouis, et pas moi individuellement, de ces cours qui peuvent avoir lieu et de ces cours d'éducation populaire, puisque moi-même, et lorsqu'à l'époque, avec un ami qui était ici présent tout à l'heure, on tenait un petit journal. Notre objectif était aussi celui-ci, c'était de donner la parole à des gens, comme il y en a de présents ici, afin qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets qu'on n'entend pas. Justement, quand on nous parle d'actualité, eh bien, on entend finalement des brèves, une accumulation, vous voyez l'accumulation du capital et le fétichisme de la marchandise dont il est souvent question dans l'œuvre de Marx, ça prend aussi cette tournure-là, c'est-à-dire une accumulation insensée aussi de soi-disant d'informations sans jamais d'analyse et sans jamais de retour synthétique sur ces informations. Eh bien, on avait pris le parti pris de faire autre chose, c'est-à-dire eh bien, de donner les outils intellectuels pour s'armer aux populations qui en ont le plus besoin, et là pour les sortir de la mascarade dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est du partage de la richesse, etc., qu'on entend régulièrement. Donc, pour en revenir directement au sujet du manifeste, le manifeste dresse d'un point de vue politique deux constats d'abord qui sont extrêmement importants, et je vais reprendre le plan du manifeste. Le premier, c'est qu'il y a, d'un point de vue social, l'émergence du prolétariat. Le prolétariat, les notes du manifeste nous le signalent bien, et j'y reviendrai. Engels s'ajoute, par prolétariat, nous entendons la classe des travailleurs modernes qui, n'ayant aucun moyen de production, sont obligés de vendre leur force de travail pour vivre. Donc j'y reviendrai, mais d'emblée, vous voyez là, il y a le travail philosophique extrêmement important de Marx, c'est-à-dire qu'il propose un concept qui va bien au-delà de la subdivision infinie sociologique qu'on pourrait avoir de multitude des classes. Lui-même le dit dans le Capital, il le dit aussi dans la lutte des classes en France, des divisions en classes, on pourrait en faire des centaines, des milliers. Là, on utilise justement un concept qui permet d'être très clair, c'est-à-dire de pouvoir résumer efficacement, synthétiquement, et on va y revenir, les deux principales classes sociales. D'un côté, nous avons la bourgeoisie, de l'autre, le prolétariat. C'est-à-dire, d'un côté, ceux qui disposent des moyens de production, c'est-à-dire la bourgeoisie, et de l'autre, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de vendre leur force de travail. D'accord ? Donc, le prolétariat. On pourrait aussi le résumer d'une manière assez efficace, comme le faisait Michel Plouscar notamment, c'est-à-dire on pourrait les diviser à la fois d'un côté ceux qui consomment puisqu'ils ne produisent, mais on verra quel type de consommation, c'est-à-dire de nouveau la bourgeoisie, et c'est-à-dire ceux qui finalement eh bien, consomment le travail des autres, et ceux qui produisent plus qu'ils ne consomment, c'est-à-dire le prolétariat. D'accord ? Donc souvent, par exemple, on entend des économistes tels que Piketty nous signaler le fait que Marx, c'est pas, il faut le renouveler, là encore, il faut plutôt s'en passer, il faudrait le dépasser parce que ce serait vu et revu, remâché. Et notamment, nous dit-il, c'est ce qu'il signalait,
je crois, sur France Culture il y a un an maintenant, il faudrait se passer un peu du Marx spéculatif, sous-entendu le Marx philosophe, celui qui est à même de produire cette théorie, et plutôt se fier à des chiffres, d'accord, se fier à de la sociologie, à du data journalisme, etc., parce que tout ça ne vaudrait rien. En fait, aujourd'hui, j'aimerais aussi, et dans le temps qui m'est imparti, réhabiliter le Marx et l'Engels philosophe, d'accord, c'est-à-dire ceux qui proposent les moyens de penser ce monde, penser et transformer le moment présent, d'accord, parce que ça c'est très important. Marx et Engels dans l'idéologie allemande diront bien les philosophes n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter le monde, maintenant il nous faut le transformer, d'accord, mais il faut lier les deux, et j'y reviens. Le manifeste du Parti communiste, le final bien, manifeste, c'est un exposé théorique, quelques pages destinées justement aux prolétaires, où on va leur exposer la théorie qui va leur permettre justement de trouver là l'émancipation politique qui est la leur, donc pour un parti. Il va falloir constituer un parti qui se fonde justement sur une théorie qui est fonctionnelle, qui est objective. J'ai fait différentes séries de vidéos, enfin une série pardon, de vidéos là-dessus, donc j'y renvoie parce qu'on va en parler, mais je préfère que vous y reportiez si vous en avez le temps, plutôt que d'être un peu trop succinct maintenant. Il y a vraiment une objectivité, c'est-à-dire souvent, de la même manière, on confond neutralité et objectivité. Aujourd'hui, il faudrait être neutre, d'accord? C'est-à-dire, en fait, il faudrait à peu près ne rien dire, juste exposer simplement des informations, donner telle ou telle info, sans jamais, a priori, de parti pris. Mais là, c'est même pas une question de parti pris, d'accord? On va le voir, c'est-à-dire qu'on est en train de proposer des mesures, on est en train, de la même manière qu'il existe un matérialisme au niveau de la science de la connaissance de la nature qui permet d'appréhender le réel, et bien là, d'un point de vue social, on va développer des outils qui nous permettent de comprendre les mécanismes en ordre dans l'histoire et la place que l'homme y occupe justement. Donc ce détour théorique, il est absolument important, et pour bien le comprendre par contre, et vous allez voir que cette conférence, elle a vocation peut-être à être un peu plus philosophique au départ, donc j'espère ne pas vous perdre, pour tendre vraiment à quelque chose de plus politique. On va revenir sur les forces en présence à gauche, mais avant cela, pour bien comprendre Marx, et si je me permets de le faire ici, c'est avant tout parce que, notamment l'université française, et pas uniquement, depuis au moins 50 ou 60 ans, se voue à l'idée de séparer Hegel de Marx, d'accord? C'est-à-dire que d'un côté, encore une fois, il y aurait le Hegel idéaliste, chez qui il n'y aurait rien à prendre, et de l'autre, le Marx uniquement économique. Je rappellerai au passage aussi que, justement, Marx a écrit une critique à la contribution, une contribution à la critique de l'économie politique. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas là en train de fonder une nouvelle économie, comme on l'entend, ça ce sera justement du Proudhon face auquel Marx s'oppose à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'on va proposer une économie plus saine, une économie moralisée, une économie plus sympathique, des banques solidaires, etc. et j'en passe. Donc c'est-à-dire proposer une nouvelle forme d'économie capitaliste qui s'inscrit toujours dans le même mode de production. Marx ne fait absolument pas ça, au contraire, il est en train de montrer pourquoi est-ce que l'économie politique qui se prend pour science, c'est-à-dire la science dite économique, eh bien, est vouée à disparaître, et avec elle le mode de production capitaliste. Donc il produit bien une critique, il n'est pas un énième économiste, d'accord? Il ne vient pas là, au milieu des autres, dire moi voilà la manière dont j'aimerais qu'on partage mieux les richesses, dont j'aimerais qu'on gère mieux l'argent, qu'on crée des banques mutualistes, etc. C'est pas ça la question. Donc pour bien comprendre ça, et je vais revenir, je vous l'ai dit précédemment, ce qui m'intéresse aussi c'est de réhabiliter le Marx philosophe, et pour ça j'en veux pour preuve, parce que je passe rapidement là-dessus parce que c'est pas ce qui nous intéresse, mais il est bon de le savoir quand même. L'université a pour habitude de dissocier le jeune Marx du vieux Marx. Alors, par certains aspects, entendons-nous bien, il y a quelque chose de vrai là-dedans, hein, d'accord, tout simplement parce que comme n'importe quel auteur, la pensée de Marx a évolué, et il est bien le premier à le montrer, à le dire, à le signifier de l'intérêt de tout cela. Mais d'un côté, en fait, on aurait le jeune Marx, un peu encore jeune hegelien idéaliste, un peu gauchisant finalement, on va dire, et donc qui utilise la philosophie faute d'autre chose presque. Et puis il y aurait le vieux Marx, celui de l'auteur du Capital, où là justement, eh bien, le Marx plus économiste. D'un seul coup, Marx devient sérieux, d'accord? Et j'aimerais qu'on se défasse là encore de cette idée-là. Et j'en veux pour preuve
une citation extraite d'une correspondance de Marx vis-à-vis de Joseph Dietzgen, qui date du 9 mai 68, donc où Marx est plus encore un jeune adolescent, d'accord, où il lui écrit, je cite, « Quand je me serai débarrassé de mon fardeau économique, donc l'exact inverse de ce dont on nous rebat les oreilles sans cesse, j'écrirai une dialectique. » Et on va y revenir. Les lois correctes de la dialectique sont déjà contenues dans Hegel. Vous voyez pourquoi j'y reviens, d'accord? C'est pas moi qui décide d'y revenir parce que c'est ma tocade et que j'ai décidé de parler de Hegel parce que j'aime bien. Non, c'est Marx lui-même qui le dit. Donc je reprends. Les lois correctes de la dialectique sur lesquelles on va le plus rapidement possible revenir sont déjà contenues dans Hegel sous une forme, il est vrai, mystique. Vous pouvez traduire cela pour ceux qui sont habitués au concept philosophique par idéaliste quelque part, d'accord? Il s'agit de la dépouiller de cette forme, d'accord? Donc Marx, en 1868, à l'inverse de ce que nous vendent les Piketty et l'université française, il ne dit pas la philosophie et Hegel, finalement, ça c'était sympathique au départ, maintenant on va s'en passer, on va faire du sérieux, on va faire de l'économie. Absolument pas, il dit l'exact inverse, d'accord? Il dit il va justement falloir revenir aux lois correctes de la dialectique déjà présentes chez Hegel. Donc le détour théorique, on l'a vu pour l'action politique, est indispensable, de même que pour comprendre Marx, le détour par Hegel est lui-même indispensable. Donc, c'est pourquoi je vous propose, le plus succinctement possible, de faire ce détour par la philosophie de l'histoire de Hegel. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention ici, dans le temps qui m'est imparti, de vous synthétiser au mieux la philosophie de l'histoire de Hegel, mais au moins que vous en reteniez le caractère primordial, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'être efficace dans la manière ensuite d'agencer, de comprendre les concepts qu'on va nommer marxistes pour le moment. Pour cela, eh bien, il faut en revenir, Marx le dit lui-même, à une dialectique, sans entrer trop dans les détails. Ça vient du verbe dialegestai. Dialegestai est la langue grecque et elle-même, vous allez le voir, très dialectique par rapport au latin ou même au français. Donc dialegestai, on retrouve dedans dia, qu'on peut évidemment traduire par deux, mais aussi par le fait de séparer, de diviser, et en même temps à la fois de mettre en relation. D'accord ? Donc, et legestai, logos, le discours, la raison. D'accord ? Alors, a priori, dire ça casse pas de pattes à un canard, ça sert pas à grand chose. D'accord ? Et pourtant, on va voir que c'est fondamental dans l'histoire de la philosophie, puisque ça pose un des problèmes les plus importants, c'est celui de l'un et de l'autre. C'est celui du jour et de la nuit, du vivant et du mort. C'est celui, tout simplement, du froid et du chaud, de la victoire, de la défaite. Vous voyez toujours, finalement, cette unité, ou en tout cas justement ce manque d'unité apparente qu'on va voir former finalement par la suite une unité. Donc, parler de dialectique, c'est déjà poser qu'il y a l'un et qu'il y a l'autre, d'accord ? Mais alors, a priori, ce serait tout diviser, tout segmenter, et plus trouver d'unité à tout cela. Vous allez voir tout à l'heure que c'est pas pour rien si ça résonne justement avec ce concept de lutte des classes. Donc, ce qui nous intéresse ici, ça va être la question du devenir, du processus, ça va être de voir que finalement, que ce soit dans l'ordre du vivant, ou que ce soit dans l'ordre, et on y reviendra, de l'histoire, il y a toujours une évolution, d'accord ? C'est ce que dans les lois dialectiques on appellera, je synthétiserai tout ça notamment pour ceux qui prennent des notes juste après, c'est ce qu'on va appeler le passage du quantitatif au qualitatif. Exemple, dans les lois de la nature, vous faites bouillir de l'eau de 0 à 99 degrés, il n'y a pas ce passage à l'ébullition, d'accord ? On est dans une évolution quantitative lente. À 100 degrés, le saut qualitatif est que l'eau bouffe, d'accord ? Ça, c'est dans l'ordre de la nature. Donc ces lois dialectiques sont valables dans l'ordre de la nature. On va voir qu'elles le sont aussi pour l'histoire. Pour le moment, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est cette idée de mouvement, puisque, vous savez, il faut se défaire de l'idée selon laquelle il y a toujours eu des riches, ça a toujours été comme ça, il y aura toujours des pauvres, etc. C'est-à-dire cet esprit de fixité permanente, d'accord ? Qu'on a retrouvé d'ailleurs un temps, et je pense avant les avancées scientifiques du 19e siècle et du début du 20e, dans la science qui relevait davantage du mysticisme, d'accord ? On n'expliquait pas les phénomènes d'un point de vue matérialiste, comme on va le voir, c'est-à-dire dans cette compréhension d'évolution. On les expliquait par ce qu'on résume un peu de la superstition. Alors évidemment pas que ici, je suis obligé de passer un peu vite, donc voilà, je ne voudrais pas caricaturer ce qu'a pu être la science depuis des siècles et des siècles, d'accord ? Mais il faut que vous compreniez que
tout à coup aussi, ce qui va évoluer, c'est ce qu'on va appeler matière. C'est pas pour rien si Engels nous dit que le mouvement est le mode d'existence de la matière. C'est-à-dire que là encore, ce qui nous apparaît d'ordinaire comme quelque chose de brut de données qui ne bouge pas, eh bien, non, il est en bas. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui, notamment avec la physique quantique sérieuse, sur laquelle je ne reviendrai pas, parce que d'un, je n'en ai pas le temps, mais tout simplement que vous ne la confondiez pas avec les pseudo-théories quantiques New Age qui peuvent fleurir aussi un peu partout. Je parle de la recherche fondamentale sérieuse, d'accord? Donc on voit bien que là, le concept de matière est lui-même amené à évoluer. Et déjà, au début du XXe siècle, dans l'ordre de la nature, Claude Bernard le montrait aussi très bien, d'accord? Lorsqu'il dit « le vivant, c'est le mort », c'est qu'il montre bien que finalement, contrairement à l'esprit vitaliste qui avait prévalu jusqu'ici, c'est-à-dire de croire qu'il y a une force vitale qui apparaît on ne sait où et qui vient s'introduire dans des corps, et bien en fait le propre de la vie, c'est le passage de la nutrition et la désagrégation de cette nutrition. C'est-à-dire qu'en fait, on assimile, la cellule assimile, respire et désassimile, défèque, etc. D'accord ? Donc c'est bien, en fait pour qu'il y ait du vivant, est en train de nous dire Claude Bernard, il faut nécessairement qu'il y ait du mort. Donc ce que je veux que vous gardiez en tête ici, c'est vraiment cette idée de mouvement au sein de la matière, de devenir. Se défaire de l'idée selon laquelle les choses seraient données telles quelles, elles seraient fixes et au mieux on pourrait essayer de proposer notre orientation à ces choses-là, mais absolument pas quelque chose de proprement, il faut le dire, révolutionnaire. Excusez-moi. Donc, quel exemple prend un exemple célèbre, que là encore je vais devoir raccourcir, mais pour moi l'important aujourd'hui c'est que vous en ayez l'idée la plus synthétique et efficace. Quel exemple nous prend Hegel et qui va être repris depuis des centaines de fois pour nous parler justement de cette dialectique? Eh bien c'est quelque chose dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Donc dans ce texte extrait de la phénoménologie de l'esprit, Hegel nous invite en fait à comprendre les mécanismes à l'origine de la conscience de soi, c'est-à-dire comment est-ce que la conscience de soi advient finalement, parce que c'est pas quelque chose justement de donné, on ne naît pas avec finalement, vous savez, c'est on ne naît pas avec, on le devient. Bon. Et de là, je vous passe cette partie-là pour aujourd'hui, de là deux figures apparaissent dans la conscience. C'est une seule et même figure de la conscience déchirée finalement, mais c'est la figure du maître d'un côté et de l'autre la figure de l'esclave. Ce qu'il faut retenir ici qui va être important, c'est que au terme de cette lutte pour la reconnaissance dont on parle Hegel, c'est-à-dire que les consciences sont en lutte, mais non pas entrent dans une lutte à mort, mais dont l'objectif n'est pas la mort, mais bien la reconnaissance. De là, l'une d'entre elles, disons, reste déterminée par la vie, reste déterminée par sa nature, c'est-à-dire elle a peur dans cette lutte, elle a peur de la mort, donc elle se fait esclave, et le maître, lui, devient maître. Donc, a priori, ce qui ressort de cela, c'est que le maître, devenu conscience pour soi, eh bien, est le plus fort et l'emporte, domine. On s'arrête là. Notre ordinaire, on s'arrêterait là. On dirait tout simplement, il y a un maître, il y a un esclave, point barre. Voilà, il y en a un qui l'emporte sur l'autre, et ça s'arrête ici. Mais là où Hegel opère un renversement extrêmement important et intéressant, c'est qu'il va montrer, je suis désolé de vous le raccourcir ainsi, hein, je vous invite vraiment à lire le texte en lui-même et les commentaires si nécessaire, c'est qu'il va nous montrer que il va appuyer tout ça sur le concept de force et de faiblesse. A priori, le maître est la conscience forte, tandis que l'esclave est la conscience faible. Ce que va montrer Hegel, c'est que finalement, le maître, pour être maître, eh bien, il ne peut pas l'être tout seul. Il a nécessairement besoin de la reconnaissance de l'esclave. D'accord ? On le voit lorsque le peuple juif décide de ne plus reconnaître Pharaon comme maître et qu'il décide de ne plus travailler pour lui, ben, Pharaon, tout fort qu'il soit, il n'a plus la main mise sur eux. D'accord ? Je fais des parallèles un peu rapides, mais c'est des exemples afin que vous puissiez comprendre. Idem pour la Révolution française, évidemment c'est des mécanismes plus longs, mais à partir du moment où le tiers-état se refuse de reconnaître un roi qui a été donné sous prétexte qu'il aurait ça dans le sang, eh bien ça cesse d'être. C'est plus compliqué que ça, d'accord ? Mais il faut garder ça en tête. Ce que va montrer alors Hegel,
c'est que ce qui apparaissait a priori comme une force, eh bien, revêt une certaine faiblesse. Et l'esclave qui lui apparaissait comme faible, eh bien, finalement, va l'emporter parce que son rapport à la chose, nous dit Hegel, c'est-à-dire ce qu'il entretient avec les objets du quotidien, c'est-à-dire celui qui bosse, quoi. Celui qui est en train de ramasser vos poubelles, il sait ramasser ses poubelles. Celui qui est en train de cultiver de la nourriture, il sait cultiver cette nourriture. Celui qui se contente de la consommer et donc de la détruire au passage sans savoir la fabriquer, eh bien, lui, il n'est plus maître de son désir et il est maître simplement de la domination qu'il a sur l'esclave. Simplement, s'il disparaît, l'esclave eh bien, peut vivre sans lui. Le maître, c'est pas le cas. Alors, vous voyez tout de suite, j'en resterai là pour ce qui est de cette dialectique du maître et de l'esclave. On aura peut-être l'occasion d'autres fois de détailler davantage. Mais vous voyez tout de suite les parallèles que l'on peut faire et la raison pour laquelle Marx s'est inspiré, en partie évidemment pas que de ce texte, de Hegel. Vous voyez bien que ces esclaves qui travaillent et ces maîtres qui, eux, n'ont de maître que la reconnaissance que l'esclave leur apporte, ça en dit encore long aujourd'hui sur l'actualité puisqu'il en était question que nous connaissons. Donc ce qu'il va falloir retenir, c'est que cette histoire, la philosophie de l'histoire de Hegel, c'est ni plus ni moins aussi qu'une philosophie de l'esprit, comme on vient de l'avoir là, mais qui s'inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a des moments dialectiques, tels des couples de force, qui finalement, eh bien, sont toujours en devenir, d'accord? C'est pourquoi, dès le début, on va reprendre le texte, puisque je vais m'appuyer dessus, puisqu'on m'a demandé d'intervenir sur le manifeste, on ne va pas l'oublier, loin de là. Marx nous dit, ce que j'ai cité tout à l'heure, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres et jurants des compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés en perpétuelle opposition, ont mené une lutte ininterrompue. Vous la retrouvez là, la dialectique du maître et de l'esclave. D'accord? Et ce que va montrer Marx, c'est justement eh bien, que dans ces moments de l'histoire, eh bien, c'est toujours des rapports de force qui sont en jeu. Alors, il le dit lui-même. Hommes libres et esclaves, donc là on est dans l'Antiquité, d'accord? Patriciens et plébéiens, toujours. Barons et serfs, là d'un seul coup on est dans un système féodal. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce que va nous montrer Hegel aussi, c'est que dans ce devenir de l'histoire, ce qui est en train de se jouer dans l'histoire, eh bien c'est une plus grande liberté, d'accord? C'est le fait d'octroyer au plus grand nombre une liberté de plus en plus conséquente et donc de venir à bout des contradictions de la condition humaine, d'accord? C'est la raison pour laquelle il dit, là encore j'abrège, mais histoire que vous compreniez, parce que le plus important c'est qu'on en revienne quand même au manifeste, c'est la raison pour laquelle il dit « les orientaux savent qu'un seul est libre », d'accord? Alors les orientaux c'est tous les empires d'Orient, d'accord? C'est-à-dire, eh bien, il n'y en a qu'un seul, l'empereur, qui lui a droit de ce qu'il veut sur les sujets, d'accord? Ensuite, les Romains savaient que quelques-uns sont libres, d'accord? Et ça vaut aussi pour la Grèce antique, c'est-à-dire que apparaît la figure de l'homme libre, l'homme politique, qui est en mesure de discuter à la boulée, à l'agora, etc. Mais tout cela repose encore sur une très grande majorité d'esclaves. Et il dit par la suite, et notamment avec l'avènement du christianisme, mais là n'est pas mon sujet, il dit « nous savons tous désormais que nous sommes tous libres ». Et c'est ça qui est en train de se réaliser dans l'histoire, c'est-à-dire que petit à petit, eh bien, il y a un processus, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui, un jour, vous êtes esclave, et puis tout à coup, le lendemain, vous êtes libéré, comme ça, Il y a des choses qui jouent, et ces choses-là, ce processus de libération, il se joue dans un rapport de force et dans une lutte des classes, Et c'est justement ce qui va nous intéresser ici. Alors, ce que va faire Marx notamment, mais ce que vont faire Marx et Engels, c'est opérer un renversement. Vous savez, on dit, je crois que la phrase est d'Engels, mais que Marx a remis la dialectique de Hegel sur ses pieds. Je ne sais pas si c'est... en tout cas, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Eh bien, il le montre très bien, si mon annotation de page est correcte, voilà. Page 41 du manifeste. Marx et Engels nous disent... J'y reviens après, mais inutile de nous chercher querelle tant que vous appliquez à l'abolition de la propriété bourgeoise l'étalon de vos notions bourgeoises de liberté, de culture, de droit, etc. Vos idées résultent du régime bourgeois de production et de propriété, comme votre droit n'est que la volonté de votre classe érigée en loi, volonté dont le contenu est déterminé par les conditions matérielles d'existence de votre classe. Alors, je vais essayer aujourd'hui de vous montrer, je reviens dessus, je vais essayer aujourd'hui de vous montrer que
et Simon l'a très bien dit en introduction, le manifeste est une bonne introduction au marxisme, au sens où il est déjà en train d'esquisser ce qui va être développé par la suite par Marx et par Engels. D'accord ? Même si tout n'est pas là, il y a une esquisse. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'avec ce recul-là, eh bien, on peut le développer, le déployer et voir que c'est sans doute le premier texte théorique marxiste qu'il faut avoir entre les mains. Ce que nous dit Marx là, c'est ce qu'il reprendra dans une citation célèbre, c'est-à-dire que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce que vous vous dites, je vous prends un autre exemple avant, Engels dit de la même manière, on ne pense pas de la même manière dans un palais que dans une chaumière, d'accord? Ça c'est clair. Ça veut dire que ce qui va déterminer vos rapports sociaux, la manière dont vous percevez le monde, etc., c'est bien plus lié à vos conditions d'existence matérielle, le milieu social dans lequel vous évoluez, que simplement parce que contrairement à ce que vous le dit développement personnel aujourd'hui d'ailleurs, vous décidez un matin en vous levant de vous répéter sans cesse que vous allez être riche, beau, grand et accéder au pouvoir. Mais non, d'accord? On sait tous que c'est faux. D'accord? Par contre, ça nous permet, en tout cas, de nous maintenir dans un bain ambiant, relativiste, qui nous laisse penser qu'à un moment on pourra participer nous aussi au banquet du pouvoir, simplement en faisant quelques exercices de réflexologie et de développement personnel bien sympathiques qui ne fonctionnent pas. D'accord? Donc on canalise une potentielle révolution. Donc ce que font Marx et Engels, je vérifie mon temps, ce que font Marx et Engels, c'est, dirons-nous, de remettre la dialectique de Hegel sur ses pieds. Je reviens, puisque j'avais dit que je le ferais, notamment pour ceux qui prennent des notes, et même pour ceux qui n'en prennent pas. Ces lois de la dialectique, celles qui déterminent justement le mouvement de la matière, quelles sont-elles? La première, c'est l'unité et la lutte des contraires. On l'a vu, c'est ne plus distinguer jour-nuit, c'est ne plus distinguer vivant et mort, mais comprendre leur interaction, pour faire simple, leur interrelation. D'accord ? La deuxième, c'est la négation de la négation, et donc les moments dans l'histoire, d'accord? Pour prendre un exemple naturaliste, c'est, que prend lui-même Hegel et que je lui emprunte, c'est le passage justement du bouton à la fleur, d'accord? Pour que la fleur apparaisse, il faut qu'elle ait nié déjà le bouton, d'accord? Et enfin, dernier point de ces lois de la dialectique, qu'on a déjà vu, c'est le saut qualitatif, qu'on pourrait aussi comprendre d'un point de vue politique et historique pour y revenir, de la même manière. C'est-à-dire que vous avez des périodes, de toute façon, il y a des historiens sans doute ici plus à même de parler de ça que je ne le fais, mais il y a des périodes où, par exemple, prenons la féodalité, où la société se structure d'une certaine manière, et petit à petit, à partir du 15e, 16e siècle, etc., on va voir arriver des bourgades qui correspondent à un certain nombre de besoins, on va créer des nouveaux services, on va créer des nouveaux objets, etc. Et donc petit à petit, dans ces villes, va arriver ce qu'on va appeler la bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les villes, et petit à petit, un rapport de force va s'inverser, c'est-à-dire que la noblesse, qui avait l'interdiction même d'accord, de travailler, eh bien, elle détient, la pierre, mais est de moins en moins riche, parce que de toute façon, elle a l'interdiction de travailler. Par contre, la bourgeoisie, qui est elle de plus en plus riche, n'a pas le pouvoir politique. Donc c'est ça qu'elle va être amenée à réclamer. Mais vous comprenez bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'accord? C'est des choses qui s'inscrivent dans l'histoire, dans un temps long, et c'est ça le passage du quantitatif au qualitatif. C'est-à-dire que vous avez une accumulation, une évolution d'un certain nombre de procédés, et à un moment donné, la révolution, c'est ce saut qualitatif, d'accord? Et la bourgeoisie a un temps été une classe révolutionnaire, et c'est pour cette raison-là que nous avons beaucoup à apprendre d'elle, d'accord? Nous avons beaucoup à apprendre d'elle, et d'ailleurs Marx le dit. J'ai envie de dire, Marx dit au début, comme le disait M. Pagani ici présent, nice job la bourgeoisie, d'accord? Il est en train de dire, elle est en train de liquider l'État parce qu'elle devient cosmopolite, elle est en train de liquider la famille patriarcale, etc. Donc il y a une avancée progressiste de la bourgeoisie, d'accord? Là encore, il faut bien comprendre les différents moments dialectiques de l'histoire, et pas simplement dire avant ça valait rien, ou avant c'était bien mieux, et maintenant voilà ce que ça vaut. Non, c'est plus compliqué que ça. Il faut être en mesure d'intégrer ces différents moments de l'histoire. Et c'est ça que ces lois de la dialectique nous permettent de comprendre, et ce n'est pas pour rien si Marx et Engels s'en resservent. Ce qu'ils vont montrer notamment aussi, et c'est là que ça nous intéresse d'autant plus, c'est que, j'avais envie de dire contrairement, mais non, on peut plutôt dire en complément de Hegel, là où Hegel voyait dans l'avancement de l'histoire le fait de l'esprit, c'est-à-dire
on pourra me corriger si je me trompe, mais on pourrait qualifier cet esprit comme disait Pluskart, d'inconscient de l'inconscient, c'est un inconscient historique en fait, c'est une épaisseur historique qui s'inscrit dans l'histoire, d'accord? C'est pas quelque chose qui vient là comme un nuage au-dessus de notre tête, d'accord? Ce que Marx va introduire de plus fort comme concept, c'est celui de force productive, d'accord? Il va montrer que les rouages de ces moments dans l'histoire et de leur négation, de la négation qui font qu'on passe d'une certaine quantité à un saut qualitatif, eh bien ce sont les forces productives. Sous l'Antiquité, c'est les Slaves, d'accord? Les Slaves est la force productive principale qui permet de produire les biens, voire à l'époque et services, s'il en est, dans les rapports sociaux qui nous intéressent, d'accord? Et donc c'est ça qui va se passer. De là, quel est l'enjeu? Il est de dire, est-ce que simplement on se contente là d'une soi-disant théorie qui repose à peu près sur pas grand-chose, et donc on y adhère par principe politique? C'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et j'ai fait de l'objectivité du matérialisme dialectique et historique ces derniers mois mon cheval de bataille, parce que on a vu certains à gauche, que je qualifiais d'anticommunisme de gauche. Pourquoi? Je ne citerai pas de nom, et il y a largement de quoi trouver sur internet, je l'ai déjà fait. Là n'est pas le sujet, c'est-à-dire qu'on se revendique du communisme, mais on dit c'est mon point de vue finalement, d'accord? Je peux en débattre comme si c'était, voilà, tout se vaut, tout est à peu près la même chose, c'est tout à fait subjectif. Moi j'aime bien, c'est sympathique parce que on va au café avec les copains et on en parle et c'est cool. Mais non, on va au café avec les copains et c'est cool, mais en plus c'est objectif, d'accord? Donc c'est ça qui est absolument déterminant, c'est que on n'épouse pas le matérialisme dialectique et historique sous prétexte que ce serait sympa, d'accord? Ça va bien au-delà, d'accord? C'est parce que justement, on a là, et c'est ce qui pose les oppositions fondamentales entre ce que Engels, le premier, nommera le socialisme scientifique du socialisme utopique, d'accord? Le socialisme scientifique a justement une rigueur scientifique, et donc c'est là-dessus que je souhaiterais revenir maintenant. Donc, ce qu'il va nous falloir comprendre à ce stade, c'est qu'il y a un matérialisme qui a été accepté, c'est celui toujours en vigueur de la science et des progrès qu'elle a pu produire. C'est le matérialisme mécaniste, d'accord? C'est celui qui répond à la fonction y égale f de x, d'accord? C'est-à-dire au principe de cause et effet. C'est le matérialisme mécanisme, d'accord? Il y a une cause, il y a un effet, on va essayer de déterminer l'ordre des choses. Il n'y a pas de fumée sans feu, etc. D'accord? Ça, c'est le matérialisme qui a permis la science, on dira, de la connaissance de la nature. Pourquoi est-ce que je dis science de la connaissance de la nature? Parce que c'est toujours une connaissance qui passe par l'homme, d'accord? C'est l'homme. Hein, alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails-là, mais Kant lui-même, dans la seconde préface de la critique de la raison pure, parle bien d'un tribunal de la raison. Pourquoi? Il dit, je l'avais noté quelque part, il dit il faut forcer la nature à répondre à nos questions, d'accord? C'est l'homme qui va chercher ces questions et qui force la nature à répondre, notamment par exemple avec le langage mathématique ou physique, d'accord? C'est pas la nature qui, aussi vantée qu'elle peut l'être actuellement, vient nous dire bah voilà comment je fonctionne, et puis et lire dedans comme dans un livre ouvert, merveilleux, Alice au pays des merveilles. Non, pas du tout, d'accord? Il faut forcer la nature à répondre à nos questions, et donc c'est toujours une science de la connaissance parce qu'elle passe toujours par l'homme, d'accord? Et donc, ce principe du matérialisme mécaniste, qui prévaut avec le couple cause-conséquence, eh bien, il prévaut dans l'ordre de la nature. Et là où, en revanche, tout à coup, on a refusé le matérialisme dialectique et historique comme science de la connaissance du monde social et de l'histoire, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, et ça, Georg Lukács en parle très bien, c'est parce que justement ça produisait une conscience de classe et une conscience révolutionnaire. Donc on a préféré éventrer complètement le matérialisme dialectique et historique et parler de sciences sociales qu'on a subdivisées en préférant des formes, on pourrait dire, de spectacle de la critique, hein, c'est-à-dire une mise en spectacle de la critique. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a connu avec Bourdieu, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui avec les Pinson-Charlot, c'est-à-dire finalement les riches sont très riches, ils sont toujours plus riches, et qu'est-ce que c'est triste, et nous qu'est-ce qu'on est pauvre et toujours plus pauvre. Et avec ça, on va pas bien loin, d'accord? Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que leur constat est faux, hein, leur constat est même plutôt juste, par contre ça aboutit à rien du tout. Donc on peut tout à fait l'enseigner, parce que ça ne produira aucun effet concret. C'est pas une théorie à visée pratique ici, d'accord? Ça permet juste de se mettre en colère et de faire, non pas ce que j'ai nommé au début de l'action politique, c'est-à-dire le principe d'action raisonnée, d'accord, où on lit sans cesse théorie et pratique, mais de l'agitation, c'est-à-dire, ah oui, effectivement, les riches sont toujours plus riches, donc
on va aller à Bastille, ce qui n'est pas vain, encore une fois, il faut introduire tout ça dans l'ensemble des combats, mais on va aller à Bastille crier, et puis finalement, quand la Coupe d'Europe, ou je ne sais laquelle, sonnera, eh bien on rentrera tous chez nous. Parce qu'il n'y a pas de pratique théorique derrière, d'accord? Donc, or, justement, et je vais y revenir, le principe de lutte des classes, l'analyse de la propriété et l'analyse de la valeur travail sont les trois pivots sur lesquels se structure le matérialisme dialectique et historique, et sont des mesures, hein, parce que vous voyez, le principe de quelque chose de scientifique, c'est qu'on peut le mesurer. Je vous reprends un exemple dans la science de la connaissance de la nature très simple. Imaginons que vous faites couler l'eau du bain à bébé, et maman il trempe sa main, elle dit « Oh là là, c'est chaud », papa dit « Oh mais non, c'est bon, ok, ça va ». Comment on se met d'accord? On trempe un thermomètre, on voit la mesure, ça fait 37 degrés, on dit « Ok, c'est bon ». D'accord? Point barre. Ça sert à rien de tergiverser pendant des heures. Bon, bah c'est à ça que ça sert. Donc, on va proposer un certain nombre d'outils qui vont permettre de mesurer le développement social. D'accord? Ces outils, c'est lesquels? Eh bien, je l'ai dit juste avant, et Marx ne cesse de le rappeler, puisque, je ne vais pas le lire une troisième fois, si, ça fait pas de mal. Le manifeste s'ouvre sur l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de la lutte des classes. Et il le dit par ailleurs, l'histoire de toute la société jusqu'à nos jours est faite d'antagonisme de classe. On retrouve là nos principes dialectiques, d'accord? C'est pas pour rien si j'ai fait ce détour, on est toujours bien dans notre sujet, d'accord? C'est parce que ces forces, là, la dialectique du maître et de l'esclave, elle est bien présente là, d'accord? C'est un constat objectif, d'accord? De la même manière, quand j'enseigne à mes élèves en classe terminale la dialectique du maître et de l'esclave, moi j'y passe 4 heures, donc vous imaginez bien que là j'ai fortement résumé, j'essaie tout au long de l'année ensuite de leur montrer que c'est pas pour rien si c'est ces rapports-là qui s'inscrivent. Hein. Par exemple, quand vous étudiez Robinson Crusoe, c'est pas pour rien si le rapport qui s'inscrit entre lui et Vendredi, c'est un rapport de maître et esclave. Et c'est pas juste, et c'est bien ça qu'il faut comprendre pour sortir de cette critique spectaculaire qui est celle des pinceaux Charlot. C'est pas parce que Robinson c'est un salaud, d'accord? C'est parce qu'il y a des choses à faire, et que si on peut, et quand il y a des choses à faire, ce que malheureusement trop de gens aujourd'hui ont oublié, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire, et ben quand il y a la possibilité de le faire faire par un autre et que ça fonctionne, et bien on le fait faire, d'accord? Point barre. Et ça c'est des mesures objectives, d'accord? Donc Marx nous dit bien, et Engels, l'histoire de toute la société jusqu'à nos jours est faite d'antagonismes de classe qui, selon les époques, ont revêtu des formes différentes. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, d'accord? Pourquoi c'est objectif? Et pourquoi ce ne serait pas, au contraire, le fait de simplement de partenaires sociaux qui sont bien sympathiques, échangent les uns les autres, et finalement trouvent des accords, hein? Eh bien parce que pour des raisons simples, qui est, on l'a vu tout à l'heure, c'est la vie qui détermine la conscience. C'est-à-dire que là où c'est objectif, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir d'un côté, et vous allez voir que ça découle tout de suite de la deuxième mesure du développement social, c'est-à-dire la propriété, vous allez avoir d'un côté une classe dominante dirigeante qui ne vit que sur l'extorsion de la plus-value le prolétaire, c'est-à-dire la bourgeoisie, pour parler comme Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste, qui donc, elle a besoin de quoi? Elle a besoin que le prolétariat vienne vendre sa force de travail pour pouvoir survivre. Ce sera ça, à l'origine, le principe du salaire, avant que le mouvement ouvrier en fasse autre chose. Mais ça, c'est un autre sujet. D'accord? Donc, il y a bien, on n'a pas le choix pour survivre, il faut qu'on aille se vendre parce qu'on n'a pas les moyens de production. Donc, il faut faire un petit CV qui cadre bien pour aller se vendre à un patron bien gentil qui laissera, lui, derrière, à son fils, sa fille, que sais-je, son neveu, eh bien, ses moyens de production dont il est propriétaire. Donc, sous prétexte qu'il est propriétaire de ses moyens de production, il est en droit, tout simplement, de vous exploiter. Et ça, encore une fois, regardez, c'est pas une preuve, mais en tout cas c'est un indicateur intéressant de l'objectivité de cette lutte des classes. Vous connaissez cette citation célèbre, devenue célèbre de Warren Buffett qui dit « La lutte des classes existe et c'est la mienne qui est en train de la gagner », d'accord? Donc aujourd'hui, tout le monde aurait le droit, dans la classe dominante, d'être marxiste, mais par contre le prolétariat,
Nous tous, 99%, eh bien, il faudrait surtout pas, parce que ce serait de l'idéologie, d'accord, hein, ce serait tout de suite stalinien, goulag, etc. Donc surtout, on n'utilise aucun outil théorique à même de produire une émancipation réelle. Au pire, on se plaint, et au lieu de réaliser la conscience de classe, qui est que nous sommes la classe révolutionnaire, objectivement, eh bien, on va plutôt pleurnicher, dire ah ben on est pauvre, et puis nous on n'a pas de chance, et on va quémander, d'accord. Ça marche pas, ça n'a jamais marché dans l'histoire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. De la même manière, la classe dominante, quand elle délocalise, c'est bien qu'elle aussi, elle a intégré le principe de lutte des classes et le principe sur lequel je vais revenir de valeur travail. C'est-à-dire que pour faire plus de profit, elle doit nécessairement délocaliser, etc. D'accord ? Donc eux auraient le droit de fonder leur business clairement sur cette mesure du développement social-là, mais nous, à partir du moment où nous le ferions, ce serait simplement l'idéologie. Donc, le premier principe, c'est la lutte des classes. Et la lutte des classes, c'est pas un vieux truc de rabat-joie, c'est quelque chose qu'on est tous à même de constater et d'observer à plus juste raison dans l'actualité qui nous concerne. D'accord ? Deuxième point, important, c'est la propriété. Mais pas n'importe quelle propriété, parce que là encore, et d'ailleurs dans le manifeste, je ne sais pas si je l'ai noté, mais il y a un moment très très intéressant. Comme ça laisse passer la sirène, c'est très bien. Je vais essayer de vous le retranscrire comme ça. Il y a un moment extrêmement intéressant puisque, vous le savez, l'une des attaques trop fréquentes et récurrentes qui est faite aussi au mouvement communiste, c'est qu'il faudrait tout partager jusqu'à nos femmes, etc. Enfin bon, n'importe quoi. D'accord ? C'est Franck Lepage qui disait même sous Pol Pot, chacun avait ses chaussures et ses casseroles, c'est pas le souci, d'accord ? C'est pas de cette propriété-là qu'on est en train de parler. Et ça, c'est un vieux débat, hein, justement, entre le socialisme scientifique et le socialisme philosophique. C'est un vieux débat qui a opposé, notamment dans Philosophie de la misère et misère de la philosophie, Marx et Proudhon. C'est-à-dire l'un qui, finalement, nous parle de propriété tantôt et pour, tantôt et contre, on ne sait jamais trop comment, et Marx, lui, indique simplement... c'est d'ailleurs très bien retranscrit dans le film Le jeune Karl Marx. Et lui oppose simplement des choses claires et efficaces, c'est-à-dire de quelle propriété parlons-nous ? D'accord ? Et donc c'est pas pour rien. Alors là, on n'est pas en train de remettre en cause la propriété. On est en train de remettre en cause la propriété privée des moyens de production. D'accord ? Ce qu'on appelle aussi désormais, notamment par le détour des travaux de Bernard Friot, la propriété lucrative, c'est-à-dire une propriété qui vous permet de faire de l'extorsion d'une plus-value par rapport à ceux qui travaillent, tout simplement. D'accord ? Donc, c'est analyser les rapports sociaux en fonction de la production et de cette propriété. D'accord ? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et ce sur quoi je voulais revenir par rapport aux femmes, c'est très intéressant, parce que déjà ce procès-là, il est fait à ce moment-là aux communistes, sur on va même échanger nos femmes, etc., il n'y aura plus de propriété. Et Marx leur dit, c'est très drôle parce que vous vous intéressez à la condition des femmes, alors que la bourgeoisie, justement, n'a fait que deux choses des femmes, soit des prostituées, donc là vous ne vous rendez pas compte, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes en train de stigmatiser sans cesse la prostituée sans comprendre qu'encore une fois c'est la vie qui détermine la conscience et que si elle en est là il y a des raisons et c'est pour satisfaire les besoins d'une classe dominante et certainement pas les besoins des prolos, ou simplement de la femme au foyer qui doit y rester tout simplement, d'accord ? Donc j'ai pas retrouvé le passage malheureusement, mais en tout cas vous pourrez vous y référer. Donc sur cette question de la propriété, c'est la raison pour laquelle on revient à mon objectivité, c'est-à-dire quelque chose qui, je ne l'ai pas forcément bien défini aussi, c'est-à-dire ce qui correspond au réel, ce qui est en adéquation entre la théorie que nous en avons et le réel. Et cette objectivité, elle passe toujours, c'est ça qu'on oublie, y compris dans les sciences, par une intersubjectivité, d'accord ? C'est toujours le rapport de sujet vis-à-vis de cet objet, d'accord ? C'est jamais l'objet qui parle tout seul au sujet. Et donc, Marx dit bien, dans sa forme actuelle, la propriété oscille entre ces deux termes antinomiques. On y revient, d'accord ? Le capital et le travail, la bourgeoisie, le prolétariat. Examinons les deux termes de cette antinomie. Être capitaliste, c'est occuper non seulement une position purement personnelle, mais encore une position sociale dans la production. Donc on n'est pas simplement en train de dire c'est le petit patron et il est patron point barre, mais c'est qu'il occupe bien, d'un point de vue social, d'un point de vue de développement social et historique, une position dans les rapports de production. D'accord ? Donc c'est ça qui permet de mesurer clairement le développement social. Donc ça c'était le deuxième point. Premier point, je le rappelle, la lutte des classes comme moteur de l'histoire. Et là on voit les rapports avec Hegel. Le deuxième point, la propriété privée des moyens de production, d'accord ? Donc pas la propriété d'usage, c'est-à-dire
non pas ce que vous utilisez là, mes chaussures, ma veste, mes feuilles, etc. Ça c'est une propriété d'usage, d'accord? Genre, je suis en train de m'en servir, c'est pas quelque chose qui a vocation à faire travailler, d'accord? Troisième point, et sans doute pas des moindres, mais là encore il va être important de bien le resituer dans le contexte où l'analyse Marx, c'est-à-dire le mode de production capitaliste. Et que nous dit Marx? Il nous dit, dans le mode de production capitaliste, ce qui donne sa valeur au bien, c'est le fruit du travail, d'accord? C'est le principe de valeur travail, d'accord? Ce qui n'est normalement pas valable dans le socialisme. Je vais y revenir. Avant, posons les bases. Ce qui mesure la valeur dans le mode de production capitaliste, c'est le temps de travail, d'accord? C'est-à-dire que ce qui va nous permettre de mesurer et d'échanger, donc parce que c'est ça qui est au cœur de la question, c'est-à-dire d'échanger a priori deux biens et ou indirectement d'y fixer un prix, c'est le temps de travail social nécessaire à la production. En gros, le temps qu'il a fallu pour le produire, à l'unité, d'accord? Combien de temps est-ce que je mets pour produire, je sais pas, une Renault Clio, d'accord? Et c'est là que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a des gains de productivité, d'accord? Quand on nous fait croire que la productivité, ça ne progresse plus, qu'on est obligé d'abaisser les salaires, etc., c'est quand même pas compliqué de comprendre que le temps à l'unité qu'on mettait pour produire, je sais pas, une DS, je sais pas en quelle année, dans les années 50 ou 60, par rapport à aujourd'hui, c'est devenu complètement dérisoire, d'accord? Donc, il y a une réalité commune à toutes les formes d'organisation sociale, c'est le caractère social du travail dépensé pour produire des biens, c'est-à-dire le fait que chacun nous rendons dans les différents postes de travaux pour produire des biens. Cette deuxième réalité, c'est que ces biens ont une valeur d'usage. De la même manière, si on a produit des chaussures, la valeur d'usage de la chaussure, c'est qu'elle va nous permettre de marcher, tout simplement, d'accord ? Mais dans le capitalisme, et c'est pas pour rien, encore une fois, si le livre 1 du Capital de Marx s'ouvre sur l'analyse de la marchandise, d'accord? C'est parce que c'est ce qu'il y a partout et c'est ce qui fonde ce mode de production, d'accord? Donc, le problème, c'est que ces biens deviennent, à un moment donné, des marchandises, d'accord? Et celle-ci prend la forme d'une valeur d'échange, puisque à partir du moment où elle est marchandise, il va falloir qu'on trouve un étalon à même de pouvoir l'échanger, et c'est ce qui rend possible le fait d'exprimer son équivalent en une certaine autre quantité de marchandises, d'accord? Contre quoi, imaginons, je prends un exemple très grossier, mais imaginons que telle localité possède 100 kg de blé et telle autre 100 kg de carottes. Comment est-ce qu'on va pouvoir procéder pour les échanger? Le temps de travail nécessaire à leur production va nous permettre de jauger cela. J'en reste là-dessus pour faire un détour important, parce que la littérature à ce sujet-là est largement abondante. Ce que je veux que vous en reteniez, c'est, encore une fois, l'objectivité et le caractère scientifique de tout cela. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous voyez bien, la classe dominante, elle, c'est sur le même principe de valeur qu'elle se fixe. Et c'est pas pour rien, et j'y reviendrai tout à l'heure, alors que c'est mis en place le taylorisme, le toyotisme, etc. C'est parce qu'il va falloir produire toujours plus vite dans un temps record à l'unité, d'accord? Ce qu'on arrivait à produire en 35 heures à l'unité, il va falloir le produire en 32 puis en 28. Et là déjà, on revient sur notre dialectique du maître et de l'esclave et sur les rapports force-faiblesse. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui nous apparaissait a priori comme la force productive première, la capacité de la classe dominante à produire toujours plus, et bien finalement s'inverse parce que il y a une dynamique interne, un autodynamisme interne à cela, c'est qu'elle est en train de se détruire elle-même, en même temps qu'elle essaie d'accumuler toujours plus de profit. Pour le moment, je clôt là-dessus. Rappelons juste que ce principe de la valeur travail, c'est-à-dire la mesure de la valeur par le temps de travail nécessaire à la production d'un bien, elle est valable donc en mode de production capitaliste. Marx ne s'y perd pas. Ça veut dire que dans le communisme, c'est différent. Marx nous dit bien de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et dans un texte rarement lu, qui sont les clauses marginales au programme du Parti ouvrier allemand de 1875, et ça va me permettre de faire un parallèle avec l'actualité, Marx dit, je reprends après, au sein d'un ordre social communautaire, fondé sur la propriété commune, autrement dit le communisme, ou en tout cas au moins le socialisme dans sa phase de planification, fondé sur la propriété commune des moyens de production, les producteurs n'échangent pas leurs produits. De même, le travail incorporé dans des produits n'apparaît pas davantage ici comme valeur de ces produits, comme une qualité réelle possédée par eux, puisque désormais, au rebours de ce qui se passe dans la société capitaliste, ce n'est plus par la voie d'un détour, la marchandise, la valeur d'échange, mais directement
que les travaux de l'individu deviennent partie intégrante du travail de la communauté. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que je fais ce détour aussi? Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'analyse Marx, en fait, il est en train de nous faire une nécrologie du capital. D'accord? C'est pour ça que c'est absolument d'actualité. Il est en train de nous expliquer comment et pourquoi le capital est en train de mourir si nous sommes en mesure de nous affirmer comme classe révolutionnaire, ce que nous devons faire, c'est ça. Et la lutte des classes, aujourd'hui, elle doit notamment se jouer sur cette pratique de la valeur, d'accord? C'est-à-dire, il faut bien comprendre aussi qu'il y a, dans cette pratique de la valeur, une convention politique. Cette convention politique, c'est celle qui est déclarée avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que la bourgeoisie, à un moment donné, sous-entend qu'il y avait des droits naturels, comme ça, qui étaient présents, et qu'il suffisait de le déclarer pour que ça devienne vrai. Et le premier, c'est quoi? C'est la propriété privée des moyens de production, d'accord? Donc en fait, c'était dans la nature. Vous voyez, c'est un discours qui revient en permanence, ça, d'accord? C'est quelque chose qui était inscrit dans la nature, c'est le retour à la nature.